Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour suivre ce nouveau débat du Paris Air Forum qui va poser la question de l'avenir du pavillon français, affaibli comme ailleurs dans le monde par la crise du Covid-19. Jusqu'à la crise sanitaire, sa part dans le trafic aérien national n'a cessé de décroître puisqu'elle est passée de à peu près 63-64% il y a 20 ans à 43% en 2019. Ceci malgré la hausse continue du trafic. On a vu que la croissance a essentiellement profité ces dernières années aux compagnies étrangères, notamment low cost. Le manque de compétitivité a souvent été invoqué pour expliquer cette dégringolade. Trop de fiscalité, un coût du travail élevé, des réformes parfois tardives chez certaines entreprises ont entraîné un déficit de compétitivité chez certains opérateurs français par rapport à leurs concurrents étrangers. Après les faillites des Glazure et d'XL Airways en 2019, la crainte était grande de voir d'autres compagnies aériennes tricolores tomber avec la crise du Covid. Sans l'aide de l'État, soit par des mesures de droit commun, comme la prise en charge du chômage partiel ou des prêts garantis par l'État, soit par des mesures d'aide directe, on a vu que le transport aérien n'avait pas sombré encore, peut-être. Reste à savoir ce qu'il en sera demain. Le pavillon français va-t-il continuer sa longue descente aux enfers ou va bien finir par rebondir si on lui en donne les moyens? Quel avenir pour le pavillon aérien français? C'est le thème de ce débat. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Battisti, au centre, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande, donc la FNAM, et PDG également de la compagnie Chalair. Bonjour Alain Battisti. Jean-François Domignac, en visioconférence, président du SCARA, le syndicat des compagnies aériennes autonomes, et également directeur PDG d'ASL Airlines. Bonjour. Monsieur Domignac. Pascal de Izaguirre, PDG de la compagnie Corsair. Bonjour Monsieur de Izaguirre. Et Marc Rocher, à ma gauche, vice-président d'Air Caraïbes et président de French Bee. Bonjour Monsieur Rocher. Première question, Alain Battisti. On l'a vu là, ces derniers jours, plusieurs laboratoires ont annoncé l'arrivée d'un vaccin d'ici à la fin de l'année. En France, la campagne de vaccination va probablement débuter en début d'année prochaine. Dans ce contexte, quels sont vos scénarios de reprise? Ont-ils changé par rapport à avant? Écoutez, je crois que la prévision est une discipline plus que jamais compliquée. Et je crois que les derniers mois le démontrent aisément. Il y a, je crois, plusieurs réponses d'abord avant d'évoquer les scénarios. Et de ces réponses dépendront les scénarios de reprise. D'abord, c'est la situation sanitaire et réglementaire qui est à considérer. Bien sûr, le vaccin va simplifier la résolution de la crise sanitaire. Par contre, on n'en connaît pas le tempo. Et quelque part, c'est de ces variantes-là que vont déterminer les scénarios d'offres, enfin de demande bien sûr, et d'offres. Question d'abord, quand est-ce qu'on aura le droit de voyager? C'est aussi simple que ça, parce que même si tout le monde est vacciné, il n'est pas obligatoirement et automatiquement certain que les frontières s'ouvrent largement et facilement. Est-ce que les quarantaines vont être abolies? Ce n'est pas du tout évident d'avoir une réponse à ce jour. Et les réponses sont forcément différentes d'un pays à l'autre. À l'intérieur de l'espace Schengen, il y aura peut-être une certaine harmonisation. Mais on peut considérer qu'il y aura des réponses différentes, ce que l'on considère l'Amérique du Sud, par exemple, l'Afrique ou encore l'Amérique du Nord. Je crois que le point clé, enfin, c'est celui de la perception par le voyageur de la situation sanitaire nouvelle, une fois le vaccin obtenu. Et est-ce que les habitudes de voyage n'en vont pas être finalement profondément modifiées? Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de véritable réponse. Il y a également l'attitude des entreprises, parce qu'une bonne partie, notamment des classes avant, sont remplies par des gens, ce qu'on appelle dans notre profession les corporates. Or, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises interdisent le voyage, interdisent la réunion, le présentiel. Donc, en clair, les scénarios de reprise sont déterminés finalement par le rétablissement d'une confiance durable. Et c'est ça qui est la clé. Alors, on peut imaginer un mois de juin qui soit un mois de déclic, quelque part, avec un mois de juillet, août 2021, qui reviendront peut-être à 60-70% de la normalité, enfin en référence de l'année 2019. C'est peut-être ce qu'on peut imaginer. Maintenant, la vitesse de rétablissement des flux sera déterminée par la direction des flux. On peut imaginer que l'Amérique du Nord, l'Europe et le bassin méditerranéen seront en tête. Alors bien sûr, pour la France, les DOM-TOM.
Et puis plus lentement, un rétablissement des trafics vers l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, il y a une grande interrogation. Jean-François Dominiac, est-ce que vous nous entendez? Très bien, ça aurait clair. Très bien. Comment, avec l'arrivée de ces vaccins, vous voyez-vous la suite? Est-ce que ça change un peu vos scénarios de reprise? Moi, je suis d'accord avec ce que dit Alain, c'est-à-dire qu'avant tout, essentiellement, la grande inconnue, c'est la confiance que nos passagers vont reprendre pour pouvoir monter à bord de nos avions. Je pense quand même qu'en complément, il y a quand même un trafic affinitaire qui est prêt à revenir. Et moi, je pense surtout à l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, à ces pays qui ont des liens très très forts avec la France et sur lesquels on le voit. D'ailleurs, dès aujourd'hui, il y a une attente forte pour pouvoir reprendre ces différents trafics. Ça, ce sera vraiment l'essentiel. Et ça repose évidemment essentiellement sur de la confiance. Tant qu'on n'aura pas remis en place des mesures qui soient simples, efficaces et qui redonnent la confiance, ça va être très difficile. Et comme le dit Alain, je pense qu'on est tous d'accord, après c'est la boule de cristal. Alors côté charter, qui est un peu aussi un peu plus dans notre métier, personne au jour d'aujourd'hui ne voit vraiment les choses repartir avant au mieux Pâques, mois de mai, quoi, à peu près. Tout est complètement plat jusqu'à ce moment-là, et c'est difficile de voir ce qui va se passer. Un petit mot juste au passage sur le fret, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que le transport aérien, c'est aussi le fret. Et alors là, concernant le vaccin, on est tous en train de travailler très très activement à trouver des solutions de logistique avec les grands logisticiens pour pouvoir tant en long courrier qu'en court moyen courrier, d'ailleurs, il va y avoir beaucoup de choses à faire, travailler. Et là, on s'y prépare de façon très efficace en ce moment. La problématique là, ça va être de savoir s'il va falloir transporter des vaccins avec une température très très basse ou si on va trouver des vaccins qui pourront supporter des températures différentes. Tout l'enjeu va être là, mais nous, côté en fait, on est prêt à intervenir. Pascal de Izaguirre, même question. Comment ce vaccin peut changer la donne? Va-t-il changer la donne d'ailleurs pour l'année prochaine? Alors oui, forcément, parce que d'abord, c'est une nouvelle extrêmement favorable, parce que tant que la crise sanitaire n'est pas réglée, il ne pourra pas y avoir de véritable reprise du trafic. Maintenant, moi, je reste prudent parce que le vaccin, il va arriver quand sur le marché? De quelle manière va-t-il être distribué? On sait bien que la crise sanitaire sera réglée lorsque l'immunité collective atteindra au moins 50 à 60% de la population. Alors, vous avez vu que sur le marché français, il y a une forte réticence des Français qui sont des populations les plus hostiles au vaccin. Donc, moi, je ne pense pas qu'on aura une véritable reprise avant juillet 21, hein, c'est-à-dire pour coller en quelque sorte à la période de pointe. Alors maintenant, ça c'est pour le court terme. À moyen terme, moi, je pense que pendant quelques temps, le transport aérien va être affecté. On ne retrouvera pas les volumes d'antan parce que je pense d'abord que les entreprises ont appris à s'organiser autrement avec les visioconférences, etc. N'oublions pas qu'elles sont affectées par la crise, donc de toute façon, elles vont devoir faire des économies. Le tourisme, qui est un secteur aussi que je connais pas mal, je pense ne va pas repartir franco, hein, parce qu'on aura moins cet aspect frénétique, moins de voyages de groupe. Et n'oublions pas aussi que la population est affectée à travers son pouvoir d'achat. Et puis, on en reparlera certainement tout à l'heure. Il y a également... alors aujourd'hui, on parle moins de cet aspect développement durable, mais il aura aussi un impact. Maintenant, là où je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-François, c'est que pour une compagnie comme Corsair, là par exemple, qui est principalement positionnée sur des flux de trafic affinitaires, c'est un trafic qui est plus résilient, plus robuste et qui redémarrera plus rapidement que d'autres flux plus internationaux. Marc Rochet, votre position? Beaucoup de choses ont été dites, auxquelles je souscris bien entendu. Je tiens quand même à rajouter qu'il ne faut pas trop se bercer non plus d'illusions. Quand on est rentré dans la crise, je me rappelle très bien, c'était à la mi-mars de cette année, on a tous plus ou moins dit, bon, il y en a pour 2 mois, confinement. Je rappelle que quand le président de la République a parlé de confinement, dans le même discours, il a parlé de déconfinement. On a cru à l'été. Bon, l'été a été déconfiné, mais avec des trafics très moyens. Alors oui, French Bee, Air Caraïbes qui desservent les DOM ont eu cette résilience des trafics affinitaires. On a fait un été moyen plus, on n'a pas fait un grand été.
Et puis est arrivé derrière, presque sans prévenir, un deuxième confinement, une deuxième lame extrêmement agressive, très rapide. Tous les spécialistes de la santé en ont parlé. Et aujourd'hui, on se trouve, c'est du moins ce que je pense, plutôt dans une guerre de communication sur les vaccins. Moi, j'ai inventé le premier. Moi, il fait 90%. Non, le tien, il fait 95%. Bon, je demande à voir. C'est ce qui a déjà été dit. Quand est-ce qu'il sera vraiment sur le terrain, le vaccin? Parce que là, pour l'instant, il est toujours dans les labos. Il n'est même pas encore passé au stade de la production. Comment il sera distribué? Jean-François en a parlé. Comment on transportera ces doses qui sont quand même de très haute technologie? Et je pense qu'il y a tous les problèmes d'acceptation par les populations, de mesurer les effets positifs des vaccins sur des très grandes quantités de population, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. On a fait des tests sur quelques centaines de personnes. Bon, il va falloir voir tout ça sur le terrain. En ce qui concerne French Bee, Air Caraïbes, nous, on fait tout pour traverser la tempête. Donc aujourd'hui, on subit la situation, on essaye de la gérer au mieux. On est plutôt à voilure très réduite actuellement, soyons clairs. Donc, nos objectifs, c'est de rester sur cette période réduite et de brûler le moins de cash possible, parce que l'objectif numéro 1, c'est la survie et le futur de nos entreprises. On essaye aussi de garder Orly ouvert. Ça, c'est un point fondamental pour nous. Et donc, on a aujourd'hui redessiné une année 2021 avec une reprise à partir de l'été, moyenne, significative mais moyenne, et puis on verra après. Moi, je ne sais pas écrire ce qui se passera ensuite. Si le vaccin est un succès, on sera tous à le saluer. Attention quand même à ces promesses qu'on a vécues, qu'on a subies et qui nous ont fait penser que ça serait une petite crise, et ça se relève probablement la plus grande crise de nos civilisations dans l'histoire moderne. Alain Battisti, bon, tout le monde a fait une croix sur cette saison hiver et espère une reprise cet été. Comment faire pour relancer le trafic dès le printemps, c'est la saison à pas rater? Est-ce que ces fameux tests antigéniques pourraient être la solution, par exemple? Les tests, oui, ils permettent de répondre d'abord à une attente réglementaire, d'être certain, ou à peu près certain, de faire transporter des passagers en bonne santé et de les faire admettre dans un autre pays ou dans une autre région également en bonne santé. Donc les tests sont fondamentaux pour recréer la confiance, et le vaccin sera le relais pour l'immunité. Je crois que Pascal l'a très bien expliqué, et donc de permettre durablement aux passagers de voyager en confiance. Maintenant, il faut insister sur la dimension internationale, c'est-à-dire qu'on peut en France adopter des mesures, avoir un niveau élevé de vaccination et un retour à une normalité, entre guillemets, pour autant qu'on puisse parler de normalité en 21. Mais il faut que ce soit admis dans tous les autres pays du monde, et ça, c'est beaucoup moins facile. On l'a même vu à l'intérieur de l'Europe, la grande difficulté de coordonner les politiques sanitaires, notamment les travel bans à l'intérieur des différents pays européens, n'a pas été un succès, malgré les efforts des dirigeants européens pour essayer d'adopter des mesures communes. Donc ça va être très long, et ça va être le fouillis, si j'ose dire, pendant de nombreux mois, et vraisemblablement plusieurs années. Comme vous le dites, on a du mal à s'entendre au niveau européen et encore moins mondial. Est-ce que du coup, vous poussez l'État français à prendre l'initiative et à signer des accords bilatéraux avec certains pays pour... Alors la France, le ministère des Transports en particulier, a été assez moteur au niveau européen pour essayer de définir d'abord des actions coordonnées, de fermeture ou d'ouverture, des frontières en particulier, de tests sanitaires qui soient homogènes et qui soient réciproques, c'est-à-dire reconnus. Le test qu'on passe à Paris avant de décoller est reconnu à Berlin lorsqu'on atterrit. Bon, et la France a été plutôt moteur là-dessus. Pour le moment, on ne peut pas dire que ça fonctionne parfaitement. Il y a eu également la notion de corridor sanitaire qui a été développée, c'était dès le mois de juin. Ce n'est pas encore opérationnel complètement, même s'il y a des améliorations, par exemple entre la France et l'Italie aujourd'hui, où il y a une relative reconnaissance réciproque et ça facilite le transport. Mais de toute façon, il faut quand même être clair, aujourd'hui, personne n'est dans les avions. L'offre, elle est entre 5 et 15% du nominal au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est l'offre. Et à l'intérieur, une fois qu'on considère cette offre, le load factor, le remplissage, il est inférieur à 50%. Autant dire que les aéroports sont déserts
et les avions sont vides. Et ça, c'est durable. Ce sera vraisemblablement le cas encore tout au long du premier trimestre 21, avec peut-être une évolution plus positive à partir du deuxième trimestre. Monsieur Dominiac, comment faire, même question, comment faire pour relancer le trafic dès le printemps si l'on peut... Dès le printemps, enfin à court terme, je souscris tout à fait ce que dit Alain. C'est évident, il faut que là-dessus, au plan diplomatique, on puisse accélérer les choses. Et pas forcément de façon worldwide, si je pourrais dire, mais au moins en ciblant certaines actions dans les flux de trafic qui le demandent prioritairement. Je pense encore une fois à l'Afrique du Nord, il y a certainement des choses à faire. On voit lorsque on a quelques vols qui sont organisés, essentiellement de retour dans le sens Algérie-France par exemple, les remplissages se font très vite parce qu'il y a une demande qui est très, très, très forte. Donc pour ça, il faut pouvoir garantir, redonner confiance par ces tests rapides, par aussi cette confiance entre les gouvernements qui doivent s'installer de pays à pays. Je pense que ça va être très difficile d'avoir une avancée commune au plan européen. Chaque pays en Europe a sa propre histoire avec ses propres relations bilatérales, historiques, diplomatiques, etc., qui fait que par moments, ça empêche le fait de pouvoir ouvrir ses frontières de façon plus large. Ça, c'est une grosse difficulté. Et donc, c'est vraiment au plan diplomatique que ça doit se faire. Parce que le moteur de tout ça, on parlera un peu plus tard de relance des aides et comment l'État peut aider nos entreprises, parce qu'accessoirement, il faudra encore qu'il y ait des entreprises, des compagnies aériennes qui volent au printemps. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour pouvoir relancer, c'est d'abord relancer la demande. Arrêter aussi par moments ces histoires de flight bashing qui nous ont fait énormément tort, les différentes mesures que l'on donne avec en contrepartie sur la verdure de nos avions, alors qu'en fait le propos n'est pas là. Ça aussi, politiquement, ce sont des messages forts qu'il faut faire passer. Aujourd'hui, ce dont on manque, c'est de ce genre de messages forts, diplomatiques et également de soutien de l'État à nos industries. M'accrocher, même question, comment faire pour relancer le trafic au plus vite sans attendre que tout le monde soit vacciné? Je pense que Jean-François, Alain, Pascal ont donné des grandes idées que tout le monde partage sur les tests, l'acceptabilité, les accords entre pays. Au nom de mes clients, j'ajoute autre chose. Les mesures actuelles sont quand même, soyons clairs, totalement incompréhensibles pour la plupart des gens. Elles sont complexes. Alors, les tests existent. Oui, il y a les tests PCR. Oui, il y a l'antigénique. Mais on ne sait pas très bien lesquels il faut faire, comment il faut les faire, à l'intérieur même de l'État français, c'est-à-dire la desserte vers l'outre-mer, que deux d'entre nous pratiquons couramment, n'est pas homogénéisée. Alors, il y a cette bascule permanente entre les situations locales. Oui, la situation dans l'île de la Réunion n'est pas la même qu'à Cayenne ou à Tahiti. Et puis, la volonté de faire quelque chose. Je pense que les technologies sont là, que les aéroports, les compagnies ont fait beaucoup d'efforts, l'État aussi sans doute, mais pour le client, ça reste quasiment trop compliqué à lire. Beaucoup trop compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour aller d'un point A à un point B dans un environnement connu? Je ne parle pas du fin fond de la planète. Aujourd'hui, peu de clients sont capables de le comprendre, de le dire et de le gérer. Et ça aussi, c'est un frein. Donc, il faut aller vers la simplification et la clarification des messages. On ne peut pas d'un côté dire ça va s'améliorer, non, sortez pas. Bon, il y a une ambiguïté et cette ambiguïté, elle est à notre détriment. Donc, je fais partie des gens qui poussent à ce que les choses soient simples. Prenons des mesures, même assez rigoureuses, mais qu'elles soient simples et lisibles par tout le monde. Pascal Desaguirre sur ce sujet. Oui, écoutez, moi, je partage évidemment là, cet avis. C'est pour ça que je ne suis absolument pas optimiste sur une reprise rapide. Quand vous parlez du printemps, je n'y crois absolument pas. Parce qu'on voit bien, l'expérience de la crise a montré d'abord que chaque pays a joué en solo, a joué sa carte solitaire. Il n'y a eu aucune coordination. Et le problème, effectivement, c'est ce que nous disons, c'est-à-dire c'est ce manque de lisibilité, ce manque de simplicité, cette hétérogénéité des mesures. Nous, nous sommes des transporteurs
aérien. On relie un point A à un point B. Donc, il ne suffit pas que la situation s'améliore sur le sol national, sur le territoire français. Il faut qu'elle soit aussi améliorée dans la destination que nous desservons. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle variabilité, c'est un tel patchwork, une telle mosaïque. Moi, par exemple, Corsair ne peut pas aller aux États-Unis, Corsair ne peut pas aller au Canada, Corsair ne peut pas aller à l'île Maurice, etc., etc. Donc, si vous voulez, tant qu'on n'aura pas une homogénéité à l'échelle internationale, c'est-à-dire que vraiment, il y aura, par exemple, l'OMS déclara que la situation sanitaire est en cours d'amélioration, que je ne pense pas qu'il puisse y avoir de reprise rapide. Alain Battisti, il n'y a pas eu de plan spécifique pour le transport aérien, contrairement à l'aéronautique ou l'automobile, par exemple. Mais on a vu l'État soutenir Air France et visiblement, il va encore la soutenir. Que pensez-vous du rôle de l'État pendant cette crise ? Je crois que l'État, globalement, a beaucoup réagi. Économiquement, a adopté des mesures dès le début de la crise. Et ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction autant du ministère des Transports que de Bercy qui a été rapide. Maintenant, accompagner la reprise pour l'État, c'est deux choses. La première, c'est de nous permettre de rester vivants. Ça a été dit, je crois, il y a quelques instants par Pascal, nous permettre de rester vivants pour être acteurs de la reprise. C'est ça le challenge des mois à venir. Ce n'est pas une question de semaines, c'est une question de plusieurs trimestres, vraisemblablement, puisque je crois qu'il y a consensus sur le fait qu'il n'y aura pas une reprise spontanément forte dès le printemps et à l'été prochain. Et donc, il faut qu'il y ait des acteurs, il faut que l'écosystème du transport aérien, bien sûr les compagnies aériennes, mais aussi les aéroports, les sociétés de handling, soient vivantes. Donc, il y a un accompagnement fort à travers les mesures de chômage partiel. Il faut que le système de chômage partiel, dans sa configuration actuelle, soit prolongé au moins jusqu'à la fin de la saison hiver 2021. Il faut également qu'il y ait le gel des redevances. Il faut qu'il y ait également des mesures de revalorisation possibles comptables de nos bilans à travers la revalorisation des actifs corporels et incorporels. Il y a des mesures à la fois très techniques et des mesures de financement. Ça, c'est très important. Et puis la deuxième chose, ça a été évoqué aussi, mais il faut le rappeler, c'est redonner de la visibilité aux clients, de la simplicité dans le choix que les clients vont faire à partir du moment où ils vont décider de voyager. Et donc, il va falloir sortir du stop and go que l'on vit depuis maintenant trop longtemps. Et ce n'est pas spécifique à la France. Là, il faut quand même le rappeler. Tous les pays du monde ont fait beaucoup de pays dans le monde ont fait le choix pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de sacrifier l'économie et la liberté pour la santé. C'est incroyable comme situation, et c'est une situation très largement partagée. Jean-François Dominiac, même question. Que pensez-vous du rôle de l'État pendant cette crise ? Bon, alors, d'accord, on peut saluer que la rapidité avec l'État est intervenue, surtout en ce qui concerne les mesures de chômage partiel. Ceci ferait que je souhaiterais, au nom de certains de mes adhérents ultramarins, faire remarquer que certains d'entre eux, du fait de leur situation, n'en ont pas bénéficié, ce qui leur pose quand même quelques problèmes aussi concurrentiels par rapport à certains de leurs concurrents frontaux sur certaines lignes. Bon. Ceci étant, on peut saluer effectivement cette réactivité et la mise en place du chômage partiel. Par contre, nous, au niveau SCARA, on a déjà déploré dès le départ que cette aide, les fameux 15 milliards, avait été focalisée essentiellement sur deux acteurs, le groupe Air France et les industries aéronautiques. Bon. Transport aérien, en France, c'est pas, dans les compagnies aériennes, ça n'est pas que le groupe Air France. Il y a une multitude d'autres compagnies aériennes, si vous en avez 4 autour de la table, mais bien d'autres. Au passage, certaines continuent d'ailleurs à s'écrouler. Level France a disparu du fait de la crise du Covid, donc on est loin d'être sorti de cette affaire. Et donc, quelque part, focaliser ces aides que sur le groupe Air France est une erreur terrible. En tout cas, pour nos entreprises, c'est vraiment très difficile. On parle de PGE, mais tout le monde ne les obtient pas. La transparence n'est pas forcément évidente. C'est pour ça que le SCARA avait demandé dès le départ la constitution d'un fonds qui soit dédié. On avait chiffré un fonds d'1 milliard d'euros qui soit réservé aux autres compagnies qui ne sont pas le groupe Air France.
avec des façons qu'on aurait pu voir de pouvoir en distribuer la manne. Transport aérien aussi, il faut le rappeler, c'est les entreprises d'assistance, c'est les compagnies d'aviation d'affaires, c'est les hélicos, c'est les compagnies de maintenance, c'est les aviateurs, c'est la formation. Donc, c'est très, très vaste. Or, ce qui a été donné par l'État au début de cette crise, c'est limité à le groupe Air France et les industries aéronautiques. Donc ça, c'est pas bien. Donc pour vous, l'État crée des distorsions de concurrence? Fatalement. Je ne sais pas s'il le crée, mais de fait. De fait. Alors l'État va vous dire, nous sommes actionnaires du groupe Air France, l'affaire. Actionnaire, c'est un actionnaire quand même un peu particulier, qui a la puissance publique, qui a de l'argent public quelque part. Donc ça pose un réel souci d'équité. Et si on avait pu donner un signe fort en constituant un fonds spécifique, maintenant l'affaire était réglée. Il n'y avait plus de doute partant de là sur le fait que l'État allait nous soutenir. L'autre point que nous avons critiqué, Scara, dans la démarche de l'État, c'est de finalement conditionner ces aides par moment à une attitude plus verte, plus vertueuse au sens écologique, en disant eh bien, on va vous donner cet argent, France, sous réserve que vous fassiez des efforts en termes d'écologie. Et notamment pour pouvoir aider Air France, en disant on va arrêter de desservir les routes sur lesquelles un transport alternatif peut être fait en moins de 2h30. Voilà. Alors d'abord, ça c'est quelque chose d'anti-européen, parce qu'il va falloir quand même que l'État puisse démontrer que l'Europe va accepter ce genre de choses. Et puis c'est une mesure, parce que d'abord, premièrement, on n'a jamais démontré que le TGV sur des lignes de 2h30 était moins polluant que l'avion. Il faut rappeler toujours que le TGV, c'est quand même de l'électricité. L'électricité, jusqu'à d'aujourd'hui, c'est du charbon et c'est du nucléaire. Pas sûr que ce soit tellement beaucoup plus harmonieux et écologique que notre kérosène. Bon. Alors, tout ça est très confus, à la fois très ciblé sur deux acteurs et très confus. Alors que d'un autre côté, il y aurait tellement de choses à faire. Les assises du transport aérien avaient démontré qu'on pouvait faire des choses facilement, aisément, qui pouvaient soulager l'ensemble. À l'époque, c'était pour redonner de la compétitivité. Et reprenons ces conclusions pour dire c'est plus la compétitivité, c'est de la survie qu'on demande. Et ces simples mesures, très faciles à mettre en place, on pourrait les mettre en place. Donc, mon bilan, si vous voulez, de l'action de l'État, aujourd'hui dans cette crise, par rapport à nos entreprises, il est extrêmement mitigé. Pascal de Izagirre, même question, que pensez-vous du rôle de l'État? Eh bien, écoutez, moi j'ai une appréciation plutôt très positive. Voilà. Alors, très positive d'abord parce que je pense que sur le plan général, comme l'a souligné Alain, je trouve que l'État a réagi vite et fort. Et je ne parle pas là du transport aérien, je parle des mesures de soutien général à l'économie. Je crois que la stratégie choisie, qui a été d'éviter les faillites, de lisser les plans sociaux, d'injecter du financement massif dans l'économie pour éviter une crise qui aurait pu être encore beaucoup plus grave, pour avoir des mesures de soutien à la consommation, je crois que ça a été très positif. Premier point. Deuxième point, s'agissant du transport aérien, effectivement, on peut toujours souhaiter plus, on peut toujours souhaiter mieux. On peut regretter, effectivement, c'est le petit bémol, qu'il n'y ait pas eu de plan d'action spécifique pour le transport aérien, comme il y en a eu pour l'aéronautique et comme il y en a eu pour le tourisme, alors que ce sont trois secteurs avec une très connexe, extrêmement proche et avec des relations d'interdépendance grande. Enfin, tout ce qui a été fait en matière d'activité partielle, c'est quand même très positif. Le moratoire sur les charges sociales et fiscales, alors, effectivement, on aurait préféré un abandon, etc. Moi, je crois que c'était très positif. Et en tout cas, moi, je peux témoigner parce que on ne peut pas dire que seul le groupe Air France a été aidé. Je pense que plusieurs compagnies ont bénéficié de PGE, etc., même si certains sujets sont toujours en discussion. En tout cas, moi, je peux témoigner du grand professionnalisme et la grande réactivité des équipes au sein de l'État, que ce soit à Bercy ou que ce soit au ministère des Transports. Donc, je trouve que l'État a bien réagi sur le plan macroéconomique et a pris les bonnes mesures pour faire face à cette crise. L'État est partie prenante de votre plan de relance. Où en est le dossier? Le dossier avance bien. Je crois que le ministre a eu l'occasion de se prononcer là-dessus ce matin. Donc évidemment, c'est des dossiers lourds, c'est des dossiers complexes. Il y a beaucoup de parties prenantes, mais je crois que c'est en très bonne voie. Marc Rochet, même question. Donc, Corsair va être aidé. Air France va l'être à nouveau.
Que pensez-vous du rôle de l'État? Est-ce qu'il crée des distorsions de concurrence? Je vais répondre en 3 temps. Sur le premier temps, qui est celui de l'intervention rapide de l'État pour notre secteur d'activité, comme pour beaucoup d'autres secteurs, les réponses ont été rapides, les réponses ont été assez efficaces avec toutes les mesures qui ont accompagné la mise en place du chômage partiel, des reports de certaines taxes et redevances. Bon, Bercy a bien joué le jeu, a compris qu'il y avait le feu à la maison et la réponse a été plutôt, à mes yeux, rapide, efficace et je la salue. Pour un coût d'ailleurs au niveau de l'État qui est certes très élevé mais qui n'est pas non plus une montagne infranchissable. Deuxième temps, là je suis plus critique, je regrette le manque d'équité. Sous la pression des médias, sous la pression de la communication politique, sous la pression des uns et des autres, on est aujourd'hui face à des mesures qui sont sans commune mesure avec la réalité du terrain. Et je vais prendre un exemple, sans mettre en cause l'action des pouvoirs publics sur le groupe Air France. Quand vous regardez les chiffres qui sont avancés aujourd'hui, dits publiquement sur les montants dont Air France a besoin, on est sur des montants colossaux. On est sur des montants qui représentent en gros, arrondi, 200 000 euros par salarié. Je rappelle qu'en ce moment, on parle d'une crise très grave dans le petit commerce, 1 200 000, 1 500 000 emplois en France, et où l'aide à ces petits commerces est entre 1 500 et 3 000 euros par salarié. Il y a quelque chose d'inconcevable. Cette disparité, et bien entendu, elle est nationale, mais elle est aussi au niveau de notre activité dans le transport aérien. Je la trouve regrettable. Comme l'a dit Jean-François, s'il y avait eu un plan global d'aide au transport aérien sur des bases équitables et tout, ça m'aurait semblé, bien sûr, de nature à pouvoir consolider la présence du pavillon français et à se projeter dans l'avenir. Puis, troisième volet, c'est que je trouve, et c'est une opinion personnelle que je suis prêt à défendre, bien entendu, que l'État n'est pas stratège. Pourquoi il n'est pas stratège? Parce qu'aujourd'hui, on utilise des montants colossaux. En gros, la forêt est en feu et dans un secteur de la forêt, on envoie les Canadair. À l'autre bout de la forêt, pour les plus petites compagnies, on envoie un monsieur avec un seau d'eau de 20 litres et on lui dit « débrouille-toi ». Bon, au-delà de ce manque d'équité, je crois qu'il est fondamental de ne pas se bercer d'illusions. Le transport aérien, et si on veut que le transport aérien français soit compétitif, ne sortira pas de cette crise par un simple effet de survie. Il va falloir se transformer, il va falloir se modifier. Ça fait des années, Alain est à nos côtés, qu'on demande la simplification de la réglementation française, son non-chevauchement entre l'européen et le français, l'abandon de choses qui remontent à 1954 et autres. Non, on ne se transforme pas. Aujourd'hui, on est en train de mettre l'argent des contribuables, qui est un argent sacré, à disposition, à distribuer, encore une fois, à coup de Canadair, sans envisager comment il faut se transformer. Moi, je suis parmi les gens qui ne sont pas dans le déni, peut-être qu'on se trompe, mais même pour nos propres compagnies, Air Caraïbes et French Bee, je n'imagine pas qu'en 2022, en 2023, on fonctionne comme aujourd'hui. Ce n'est pas possible. La clientèle aura changé, les trafics auront changé, les contraintes auront changé. Il faut se transformer. Et si on ne fait que, en quelque sorte, de donner de l'oxygène aux patients, oui, ça lui permet de survivre un peu plus. Ça ne lui permettra certainement pas d'être un marathonien d'après-demain. Alain Battisti donc, se pose dans la transformation. Il y a la transformation donc, de la réglementation notamment. Des compagnies, on va y venir après. Est-ce que du coup, l'idée de relancer des assises aurait-elle du sens? Vu ce qu'on donnait les dernières, exactement, on peut se poser des questions, en effet. Tous les dossiers, Jean-François Dominiac l'a évoqué, tous les dossiers sont là, tout a été fait. Oui, mais je crois qu'effectivement, tous les dossiers sont là, les rapports sont là, ils servent à caler les armoires et ils sont peu utilisés pour réformer. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce que vient d'exprimer Marc Rochet, qui est fondamental, c'est que être aidé, c'est fondamental, parce qu'on ne sera pas vivant si on ne reçoit pas d'aide. Là, il y a un problème de survie.
Mais simplement, quand on observe ce qui se passe en Europe, je ne parle même pas des États-Unis, je parle simplement de l'Europe, donc des gens qui vivent dans des règles qui sont quand même assez proches des nôtres, notamment en matière de droit social, il y a des plans de restructuration qui sont drastiques. Tous les grands groupes européens ont massivement grandé leurs avions, fermé des filiales, et ils ont des objectifs qui sont extraordinairement modestes et empreints d'humilité pour le court terme et le moyen terme. Bon. Et aujourd'hui, c'est ça la clé, c'est de travailler l'interne. Bien sûr, il faut imaginer des plans de redémarrage, des programmes qu'il faut ajuster à la demande. Et il y a un grand risque d'avoir une suroffre, notamment en période de redémarrage, et de perdre beaucoup d'argent en ayant une suroffre. Il faut garder les compétences et ainsi de suite, mais il faut d'abord réduire ses coûts. L'aéronautique moderne, le transport aérien d'aujourd'hui et de demain, et les low cost l'ont démontré depuis 20 ans, c'est la maîtrise des coûts. Et les vainqueurs de la reprise, ce n'est pas ceux qui seront là en 21, c'est ceux qui seront là en 22, 23, 24 et qui définitivement prendront les parts de marché du marché européen, du marché mondial. Et ça, c'est le travail sur les coûts. Ça peut paraître un peu limitatif de dire cela, mais en France, malheureusement, parce qu'on n'a pas le courage de travailler la simplification, parce que quelquefois, on a du mal à prendre des décisions qui seront mal interprétées politiquement ou socialement, on est en train de prendre du retard par rapport à cette nécessité de travailler ses coûts, son organisation interne, son agilité. Monsieur Dominiac, est-ce que vous partagez le constat? Est-ce que les compagnies ne font pas assez dans la baisse de coûts? Les compagnies, elles font effectivement ce qu'elles peuvent. Elles sont aussi sujettes à une grande histoire. Et ça, réformer l'interne des compagnies auprès de compagnies qui sont historiquement implantées depuis très très longtemps, c'est toujours extrêmement difficile. Bon. Ce qu'on voit, c'est sûr, c'est que la concurrence en face, elle n'attend pas pour se réformer. Elle se restructure très très vite. Moi, je pense également que l'un des problèmes que nous allons avoir, il ne faut pas simplement regarder à restructurer nos propres entreprises, on va avoir certainement des nouveaux entrants qui vont venir un jour ou un autre. Il y a de l'argent encore qui existe. Des investisseurs vont venir. Ils vont attendre que les marchés s'assainissent. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont être capables de mettre un maximum d'argent sur la table pour acheter des avions qui sont beaucoup moins chers que ce que nous avons d'ailleurs. C'est bien d'acheter aujourd'hui des avions nouveaux, mais on a quand même aussi des flottes qui sont anciennes avec un certain taux de financement. Quand vous allez avoir un investisseur qui va venir, qui va acheter des avions beaucoup moins chers que les nôtres, les mêmes, mais à un meilleur tarif, qui va aller sur le marché de l'emploi, voir qu'il y a des compétences. Toutes ces entreprises qui ont disparu en France, eh bien, on a sur le marché de l'emploi des compétences, une forte expertise, donc il va pouvoir finalement créer quelque chose de nouveau, avec certainement des salaires beaucoup plus bas, en repartant d'une feuille blanche. Là, on va avoir un sérieux problème. Et donc, au-delà de la simple restructuration de nos entreprises, qui est nécessaire, on va avoir ce problème de cette concurrence nouvelle qui va apparaître. Donc, on a intérêt, effectivement, pour survivre, à repenser nos modèles de façon différente et beaucoup plus large. Et pas seulement nous, en tant que managers et dirigeants de nos entreprises, mais tout notre personnel et dans nos relations sociales, il faut qu'on travaille totalement différemment maintenant. Ça, c'est ma conviction profonde. Alors, Pascal de Izaguirre, vous avez signé des accords avec vos personnels pour réduire les coûts. Est-ce que ça peut être suffisant pour assurer un avenir avec une demande qui va évoluer? Vous l'avez souligné tout à l'heure, avec moins de clientèle à faire, avec une demande qui va jouer sur les recettes et probablement à la baisse. Alors, d'abord, ce qui est clair, c'est qu'on n'a aucune certitude sur la durée et l'intensité de la crise. Effectivement, je pense qu'il est indispensable d'adopter des mesures de restructuration et des mesures de restructuration profondes, c'est-à-dire à la hauteur de la crise. Et ça, une chose dont je suis bien persuadé, c'est que le monde de demain va être plus dur que celui d'avant. Donc, il faut être absolument fit. Donc, c'est pour ça que chez Corsair, on a décidé de faire un reset, parce qu'il y a une obsession sur les coûts, sur la réduction des coûts et sur la variabilisation des coûts.
Donc vous l'avez dit, et je pense que les personnels chez Corsair, en tout cas, en ont été très très conscients et ont compris que s'ils ne faisaient pas d'efforts pour améliorer la compétitivité structurelle de la compagnie, on n'avait aucune chance d'attirer des investisseurs, etc. Bon. Et donc, effectivement, ce que nous avons fait d'abord, c'est que j'ai pu signer des accords avec les 3 catégories de personnel. J'ai pris la décision, et je crois que c'est historique parce que je pense que ça n'a jamais été fait en France par aucune compagnie, de dénoncer la totalité des accords collectifs existants pour les pilotes et pour les personnels navigants commerciaux. Donc, j'ai dénoncé les 134 accords et usages. Et ces 134 accords ont été remplacés par un seul accord de substitution pour les pilotes, un seul accord de substitution pour les PNC. Donc, évidemment, de nouvelles conditions d'utilisation, de nouvelles conditions de rémunération, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de flexibilité. En plus de ça, il y a des mesures, évidemment, qui touchent au nombre d'effectifs. Donc, c'est pour ça que nous avons une rupture conventionnelle collective qui est en cours avec le PNC. J'ai externalisé l'escale d'Orly et la supervision des vols dans les départements d'outre-mer et on prépare d'autres mesures de restructuration. Cela a été complété, bien sûr, par un travail de fond. On a revu tous les postes de coûts, dont les plus importants, comme les coûts de possession de la flotte, sur lesquels aussi on a pu obtenir des améliorations substantielles. Donc, une chose dont je suis sûr, c'est qu'il est indispensable de faire ces efforts. Vous me posez la question, est-ce que c'est suffisant? Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une obsession permanente sur les coûts et que s'il le faut, il faudra accentuer, bien sûr, ces mesures de restructuration dans un monde qui va être beaucoup plus dur. Quel est le nombre de départs prévus? Alors, le nombre de départs prévus, nous avons déjà pas mal de pilotes qui sont partis ou qui partent avec la fermeture du secteur 747, puisqu'on a anticipé la fermeture. On a un plan qui porte sur plus de 100 personnels navigants commerciaux. On a 80 personnes qui ont déjà quitté avec l'escale d'Orly et la supervision des vols dans la DOM, et on a d'autres mesures qui sont à venir. Voilà. Donc, Corsair va être beaucoup plus fit et avec un niveau de productivité que j'estime tout à fait satisfaisant à la sortie de cet ensemble de mesures. Marc Rochet, sur cette question des coûts, Air Caraïbes et French Bee ont baissé les leurs dès le mois de juin. Ça a été les premiers à signer des accords avec le personnel sur des baisses de salaire, notamment. Comment vous voyez la suite et d'une manière générale, comment vous voyez les mesures prises par vos concurrents? Air Caraïbes avait, dès 2003, quand le long courrier a été lancé à l'initiative de Jean-Paul Dubreuil, avait créé une structure de coûts plus bas, puisqu'on avait créé cette société qui en fait s'appelle Air Caraïbes Atlantique, parce qu'on ne croyait pas, et d'ailleurs moi je suis toujours très réservé, sur la capacité à transformer la perception sociale. Je ne veux pas parler que des salaires ou que des coûts sociaux. Une entreprise, c'est beaucoup plus que ça. Et on pense qu'à chaque fois, il faut réécrire une feuille de papier blanc. C'est ce qui nous a permis le succès qui a été le nôtre, la fidélité de nos clients, le fait qu'on a aujourd'hui une flotte extrêmement moderne avec des A350. Bref, le parcours avait été aussi courageux que possible. En 2017, on a recommencé. On voulait faire grossir Air Caraïbes. On a décidé de créer une structure nouvelle, une feuille de papier blanc, French Bee, avec des coûts encore plus bas. Donc, je pense que chaque entreprise a le choix de sa stratégie et de sa transformation. Ce que je voudrais dire, c'est 2 choses. La première, ça ne touche pas que le social. Il y a cette obsession en France, médiatique, politique. Ah oui, l'emploi, oui, tout ça, c'est pas la réalité. Parce que si la réalité était celle de l'emploi, on serait courageux avec nos personnels. Et l'État nous soutiendrait. Aujourd'hui, il nous met plutôt des discours que je n'ose pas qualifier à ce micro. Deuxièmement, je pense qu'il faut que notre transformation soit sur tout notre métier. Le digital, la commercialisation. En gros, le transport aérien français aujourd'hui, il est divisé entre les petits commerces et les chaînes de grande distribution, Carrefour, Leclerc, et en face de nous, il y a Amazon. Il y a Amazon qui arrive. Alors, est-ce qu'on saura s'adapter? Est-ce qu'on saura se transformer? Je pense que c'est la vraie question. Je fais partie des gens qui refusent d'être dans le déni et qui se disent il faut s'adapter. Et ça porte sur tous les postes de coût. Bon, maintenant, j'observe mes concurrents. Je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite de réussir, pour être franc, parce que je pense qu'il y a des parts de marché à regagner partout.
Je pense qu'Air Caraïbes et French ont des atouts, avaient une avance là-dessus parce qu'on était un groupe privé, parce qu'on s'était battu là-dessus, parce qu'on ne traînait pas l'histoire aussi, hein, soyons clairs. L'histoire d'Air France, c'est l'histoire, hein, et elle est importante. Bon, les mesures de réduction de coûts d'Air France, elles me laissent, je dirais, confiant dans l'avenir d'Air Caraïbes et de French pour être un compétiteur sérieux. Alain Battisti, Jean-François Dominiac l'a évoqué tout à l'heure, on pense qu'il pourrait y avoir de nouveaux acteurs à l'avenir qui pourraient profiter des opportunités. Est-ce que vous partagez le constat ou vous pensez que la consolidation en France est arrêtée aujourd'hui, puisque pour l'instant il n'y a pas eu de disparition à part les vols qui avaient quelques avions basés à Orly? Je crois qu'il y a la disparition des acteurs, mais il y a la transformation des acteurs existants. Et évidemment, le paramètre, c'est les nouveaux acteurs qui pourraient voir le jour ou les acteurs existants qui pourraient avoir de nouvelles ambitions à l'intérieur de l'Europe. Et puis autour de l'Europe. Il faut garder en tête qu'on est sur un marché qui est extrêmement ouvert, où la bataille des coûts, elle n'est pas à notre avantage, même s'il y a d'énormes efforts qui peuvent être faits par certains, et c'est une excellente chose. Mais aujourd'hui, on a en face de nous des compétiteurs qui sont plus puissants que nous financièrement, plus agiles, et qui ont le soutien indéfectible de leur gouvernement. Je pense par exemple à la Turquie, qui vient de construire et d'inaugurer un aéroport avec une capacité de 200 millions de passagers, qui est aux portes de l'Europe. La Turquie va continuer certainement dans ses ambitions de développement de ses compagnies, et le marché qu'elle vise, c'est le marché européen, marché allemand, qui est le premier pour eux, marché français, marché britannique, italien, espagnol, etc. Donc on a des compétiteurs redoutables qui n'ont pas les mêmes conditions d'exercice de leur métier, qui n'ont pas non plus ce chantage aux conditionnalités du verdissement, de la planète et ainsi de suite. Certains sont en train de vivre des périodes très compliquées. Les acteurs du Golfe, par exemple, sont actuellement presque menacés de disparition pour certains d'entre eux, parce qu'ils ne vivent sans marché naturel. Ce sont que des marchés de détournement. Mais il n'y a pas que ces compétiteurs-là. Je pense à la Turquie, bien sûr. Je pense aussi aux entreprises anglaises. Le Royaume-Uni va sortir de l'Europe dans quelques semaines. L'attractivité fiscale de l'Angleterre va être décuplée. Et l'Angleterre va vidanger les passagers européens continentaux. Parce que c'est fondamental pour eux. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Donc, on est face à des nouveaux concurrents. Donc, la consolidation du marché français, ce n'est pas seulement la disparition des acteurs historiques. C'est tout cet ensemble, tous ces mouvements de fond pour lesquels on n'est pas forcément les mieux armés, mais on n'est pas non plus, il ne faut pas garder que des idées négatives. Si on a le courage et si on a des entrepreneurs et des entreprises qui se mobilisent, on est capable de rebondir. Parce qu'on a un marché naturel. C'est exactement ce qu'on partage avec Marc, cette vision, c'est qu'on a un énorme marché. On a un réservoir de 70 millions d'habitants avec des besoins affinitaires. On est la France XXL. Il y a peu de pays qui ont des besoins avec des lignes millionnaires vers les Antilles, vers la Réunion, vers Tahiti, etc. Donc on a énormément d'atouts. Il faut qu'on cesse de les gaspiller, il faut qu'on cesse d'avoir une approche, j'allais dire, sacrificielle de nos intérêts. Pascal de Izaguirre, sur le sujet de la consolidation. Écoutez, moi, alors si on en vient à la consolidation sur le marché français, qui était aussi votre question, bon, je pense qu'il doit y avoir une certaine stabilité du secteur. Moi, je ne suis pas favorable à une consolidation qui irait au-delà, parce qu'il y a à peine un an, on a eu déjà la disparition de 2 compagnies françaises, XL et Glazur, je le rappelle. Et aujourd'hui, le paysage aérien français, qui est quand même d'une grande pauvreté, on peut le dire, c'est quoi? C'est Air France d'un côté, et puis une poignée de compagnies de niche, alors qui ont une forte notoriété, fort ancrage local, forte notoriété, notamment dans les départements et territoires d'outre-mer. Mais je pense que les petites compagnies que nous sommes n'ont pas vocation à être des compagnies généralistes. On n'ira jamais sur le créneau d'Air France. Donc, on joue notre rôle. On a un rôle tout à fait notable. Mais bon, on est quand même des compagnies de niche. Et donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller au-delà de la consolidation actuelle, parce qu'on a besoin quand même d'une certaine vitalité. On a d'abord besoin d'un certain niveau d'intensité de la concurrence, parce qu'on sait que les situations monopolistiques ou duopolistiques, ça se traduit inévitablement par une remontée des prix. Donc je pense que c'est l'intérêt du consommateur
français et pas que français. Et puis par ailleurs, il faut entretenir quand même un minimum de vitalité du paysage aérien français, hein, pas uniquement pour l'emploi, enfin pour énormément de raisons, et parce que n'oublions pas que si les petites compagnies françaises disparaissaient, ça ne serait pas uniquement au bénéfice du groupe Air France qui ne récupérerait qu'une partie de notre trafic, et donc ça irait encore conforter le pavillon étranger, alors que, comme vous l'avez vous-même souligné, la Fabrice, ce pavillon français, il ne cesse de s'éroder. Il perd à peu près 1 point de part de marché chaque année depuis plus de 20 ans. Hein, donc, voilà, je pense qu'on est arrivé à un étiage bas. Marc Rochet, sur ce sujet de la consolidation. Je pense qu'il faut laisser faire les lois du marché à l'intérieur des directives européennes. La concurrence est ouverte. Elle est là pour stimuler les meilleurs. Elle est là pour obliger ceux qui sont moins performants à se réformer. Je souhaite que l'État n'intervienne pas là-dedans. Ou s'il intervient, il doit intervenir pour tout le monde. Il n'y a pas de raison. Je le dis vis-à-vis, par exemple, de confrères lointains de l'outre-mer. S'il y a des mesures, j'ai cité tout à l'heure des ordres de grandeur d'aide massive sur de grandes compagnies, je ne vois pas pourquoi on n'aide pas d'une façon homogène Air Tahiti Nui à l'autre bout du monde ou d'autres compagnies encore. Donc, c'est pas en jouant le passé qu'on pourra reconquérir des parts de marché. Tout le monde s'est exprimé sur l'environnement extérieur, les Turcs, le Golfe, les Anglais, vous pouvez en rajouter encore. C'est au contraire en stimulant les gens et en les obligeant à être capables de se réformer, de se transformer. Encore une fois, cette crise obligera tout le monde, sauf à risquer de disparaître, à se transformer. C'est pas simplement en disant « Monsieur le bourreau, laissez-moi 5 minutes de plus et donnez-moi un peu d'oxygène » qu'on s'en sortira. Il faut se transformer et on ne voit pas encore se distinguer en France les grands signes de transformation. On est face à Amazon, ou Amazon nous avale, ou on essaiera de se battre. Il faut essayer de se battre. Jean-François Dominiac, vous avez parlé tout à l'heure rien contre Amazon, je précise. De contraintes environnementales. Cette année, visiblement, l'écotaxe, vous ne l'aurez pas, en tout cas la hausse. Est-ce que vous craignez pour les prochaines années une pression environnementale en termes de fiscalité ? Moi, si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais trouvé ça complètement aberrant, le fait que l'État assujettisse, rentre dans ce discours caricatural de dire on veut bien vous aider pour autant que vous soyez de plus en plus vertueux, de plus en plus vert, etc. Je pense qu'il est déjà important de rappeler que le transport aérien, ça a toujours été sa préoccupation d'être beaucoup plus écologique. Pourquoi ? Simplement parce que si on fait trop de bruit, les riverains nous empêchent de voler, donc nous on a intérêt à voler, donc on a intérêt à faire de moins en moins de bruit. Pourquoi ? Parce que si on dépense beaucoup de carburant, et ben ça nous coûte cher, c'est l'un des postes les plus importants, donc on a tout intérêt à réduire nos nuisances de ce côté-là. Et c'est pour ça que le transport aérien, depuis son origine, n'a eu de cesse que d'être vertueux, en ayant des avions plus légers, moins consommateurs, etc. etc. Il faut rappeler aussi que le transport aérien, c'est quand même celui qui paye en France des taxes direct sur chacune de ces nuisances. Donc, on l'a déjà fait. Il faut rappeler aussi que le transport aérien au plan mondial, c'est la seule industrie qui se soit engagée à faire un programme qu'on appelle le programme CORSIA, de compensation des émissions. C'est-à-dire qu'on va financer des projets qui vont être des puits à carbone, de telle façon que très rapidement, on va pouvoir non seulement limiter, mais diminuer nos nuisances. Donc, en permanence, on le fait. En permanence, on va de l'avant. Pourquoi mettre des taxes supplémentaires ? Pourquoi mettre des taxes supplémentaires, surtout pour aller vers, au profit de modes de transport, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément plus vertueux que nous ? Je pense qu'il y a un moment où on va se rendre compte de l'intérêt du transport aérien. Juste au passage, qui va transporter les vaccins ? C'est quand même le transport aérien. Donc il y a un moment aussi où il faut qu'on s'arrête en permanence de crier haro sur le transport aérien. Et moi, je forme l'espoir que dans toute cette crise, le transport aérien, on lui lâche la bride, qu'on comprenne enfin que ces taxations sont stupides et surtout inutiles, qu'on a besoin d'air. Et je crois dans l'intelligence de nos politiques et je crois dans l'intelligence de nos clients, des passagers pour pouvoir nous soutenir. Donc, allez, je ne crains pas qu'on ait une fiscalité qui maintenant s'accroisse dans les années qui viennent.
Alain Battisti, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Jean-François Dominiac? J'aimerais partager cet enthousiasme. Bon, je crois que la menace à court terme, elle a été écartée. Madame Pompili a été très très claire. Elle a déclaré qu'avant qu'on ait un retour à la normale, il n'y aura pas d'augmentation de l'éco-contribution. Le retour à la normale, c'est 2024 à 2029. Après la présidentielle. Peut-être après la présidentielle. C'est vrai que nos calendriers ne sont pas forcément les mêmes. Mais je crois qu'il y a de toute façon un problème d'acceptabilité du transport aérien vis-à-vis des sociétés, des populations et des passagers. On est un contributeur économique, on est un contributeur sanitaire. Il faut rappeler que les entreprises françaises ont rapatrié en pleine période de crise 200 000 passagers dans des conditions compliquées. On a transporté les masques, on a transporté les appareils respiratoires au mois d'avril et au mois de mai, et on a sauvé des vies grâce au transport aérien. Donc on a une vraie fonction dans nos sociétés modernes, y compris si elles se verdissent. Il faut garder en tête que l'aviation, aujourd'hui, ce n'est pas l'aviation des riches. Le transport aérien, c'est d'abord des étudiants, des familles, ce sont des retraités qu'on transporte. Et tout ça, c'est grâce à l'innovation technologique, parce qu'on est fondamentalement une industrie de services de progrès. On est fondamentalement dans le progrès, dans l'amélioration, dans l'efficacité. Et il faut avoir foi dans le progrès. Et aujourd'hui, les dispositifs existent, les nouveaux avions arrivent, le biocarburant devrait être bientôt disponible. Les ruptures technologiques sont à des horizons relativement proches de 10 à 15 ans. Et la modernisation des flottes s'est poursuivie. On a retiré des flottes françaises le 747, on a retiré les vieux 330, et donc on est déjà dans une dynamique qui se poursuit malgré la crise. Pascal de Izaguirre, on le voit, on a parlé du système Corsia de compensation, donc il y a un coût, il y a des systèmes de compensation individuels. On a parlé de biocarburant qui est plus cher. Demain, dans 15 ans, l'avion hydrogène, peut-être, ça sera plus cher. On va visiblement, et je ne parle pas encore des taxations punitives, on va vers une augmentation du coût du transport aérien. Au contraire, ne va-t-on pas revenir en arrière et revenir vers un transport aérien réservé aux plus aisés d'entre nous? D'accord. Alors, tout d'abord, je voudrais dire et rappeler, parce qu'on n'en a pas trop parlé, que la fiscalité que nous subissons, elle est déjà excessive. On croule en France, je parle du transport aérien, sous le poids des taxes et des redevances. On est bien plus pénalisé et ça handicape notre compétitivité vis-à-vis des autres compagnies. Bon, premier sujet. Deuxième sujet, on est déjà à terre, on est déjà dans un état moribond, donc laissez-nous recouvrer nos forces, récupérer notre santé. Donc effectivement, ça veut dire que déjà, il faut absolument au minimum stabiliser le niveau actuel de la fiscalité. Troisièmement, je pense qu'il faut arrêter de diaboliser le transport aérien. En tant que citoyen, en tant que dirigeant d'entreprise, on est aussi très sensible à ces problématiques environnementales, et on se sent une responsabilité sociétale et environnementale. Moi, ce qui me gêne dans la façon dont est abordée l'écologie actuellement vis-à-vis de nous, c'est ce côté punitif, c'est ce côté fiscalité punitive, répressive, bref, un côté père fouettard. Moi, ce que je voudrais, c'est que, puisqu'on partage tous le même but, qui est d'améliorer, comme Jean-François l'a dit d'ailleurs, nos performances environnementales, c'est qu'on ait une fiscalité liée à la protection de l'environnement qui incite les compagnies aériennes à faire des efforts. Comme l'a souligné Alain, il serait bien plus productif et efficace d'avoir une fiscalité incitative pour accélérer la modernisation et le renouvellement des flottes. Du côté de Corsair, on a commandé 5 Neo. En juin 2022, l'âge moyen de la flotte sera de 5 ans. Ça aura un impact très important. Le fait d'avoir retiré les 3 vieux 747, c'est un impact très important et très significatif. Favorisons la filière des biocarburants. On en parle beaucoup. Aujourd'hui, le biocarburant, personne ne peut le trouver. Il n'est pas disponible. Il est horriblement cher. D'accord ? Favorisons aussi que l'État investisse dans les dépenses de recherche et développement. C'est ce qu'il a commencé à faire. On parle d'avions électriques, surtout d'avions à hydrogène, etc. Tout ce qui peut optimiser les performances de l'aérien. Et puis, moi, il y a un dernier élément que je souligne aussi sur cet aspect-là, c'est que ce serait bien que les recettes des taxes et des fiscalités, elles soient fléchées et affectées
justement à toutes ces mesures d'amélioration de la performance environnementale. Parce qu'aujourd'hui, on paye des taxes, hein, ça n'améliore en rien notre performance environnementale, c'est uniquement punitif, ça ne fait qu'accroître le niveau de nos coûts. Et en revanche, cet argent est affecté où? Il est certainement pas affecté par l'amélioration de la performance. Parce qu'effectivement, le risque de tout ça, hein, c'est que à force d'augmenter le poids des taxes et des redevances, on fasse du transport aérien de riches. Les riches seront toujours capables de prendre l'avion. En revanche, les clientèles affinitaires, les immigrés, les gens qui veulent aller voir leurs amis, leurs enfants, leurs familles, les hommes d'affaires, toutes les entreprises n'ont pas des très très gros moyens pour payer la classe affaires, hein, à tous leurs cadres ou à tout leur personnel. Voilà, je crois que tout le monde reconnaît l'utilité sociétale du transport aérien. Faisons attention de ne pas entraîner une dérive. Et personnellement, je ne suis pas très optimiste parce que ce que je pense, c'est que dès que la situation économique générale va s'améliorer, on va crier à nouveau haro sur le transport aérien. Hein, vous avez tous vu actuellement les articles qui disent que 1% de la population de la planète représente la moitié des émissions de carbone du transport aérien. Il faut faire très attention. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très très vigilant et on aura besoin de faire entendre fortement notre voix. Marc Rochet sur ce sujet. Oh, je pense qu'on partage... pour beaucoup d'entre nous, la même approche. Sortons de l'agitation médiatique sur des sujets où une pseudo-démocratie envoie des messages qui sont d'ailleurs contradictoires et irrationnels. Hein. Le transport aérien, au cours de son existence, essentiellement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, s'est développé parce qu'il a su, en étant responsable, améliorer d'abord la sécurité des vols. Hein. Les avions n'avaient pas la fiabilité, l'excellente fiabilité d'aujourd'hui. Les avions et le système qui les exploite. Ensuite, on a réglé les problèmes de sûreté. Il y avait une époque où il y avait quasiment un détournement toutes les semaines. Bon, on est sorti de cette période-là parce qu'aéroports, État, compagnie aérienne, on a fait tous le nécessaire pour assurer une sûreté, un niveau de sûreté acceptable dans le transport aérien. C'est notre responsabilité, comme l'a dit Jean-François, c'est aussi parce que c'est notre intérêt d'améliorer l'empreinte écologique de notre activité, de réduire la consommation pétrole, de faire tout ce qu'on peut. Et je ne crois pas du tout, comme cela a été dit, à une écologie punitive. Air Caraïbes et French Bee ont fait l'effort d'acheter massivement de l'A350. Un A350, ça consomme au siège environ 25% de moins que la génération précédente que nous avions. On nous a dit ni merci, ni d'ailleurs on nous a aidé de quelque sorte que ce soit. Donc je pense qu'il faut laisser au transport aérien la responsabilité de gérer ses propres contraintes. Oui, on a intérêt, oui, on va devoir, et oui, on va faire une réduction de l'empreinte écologique. Et puis j'ajoute à ça que nous le ferons pour notre intérêt, mais aussi pour l'intérêt des populations. Le transport aérien, on n'a pas le droit de le bannir. C'est un facteur de développement, c'est un facteur d'échange, c'est un facteur de liberté et aussi de message politique. Quand un pays commence à s'ouvrir et accepte du transport aérien, généralement, tous les systèmes non démocratiques ne tiennent pas le choc. Ceux, au contraire, qui ne veulent pas être démocratiques ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Donc nous sommes un vecteur de paix, quelque part, avec des modestes ambitions, mais elles sont certaines. Donc allons dans ce sens et arrêtons de penser que parce qu'on va faire un grand discours devant je ne sais quelle assemblée ou qu'on va décréter des taxes punitives, qu'on améliorera les choses. Je crois au contraire qu'en nous soustrayant des moyens d'action, des moyens technologiques, des moyens d'acheter de nouveaux avions, des moyens de pousser la recherche, on obtiendra les objectifs qui ont été cités, à savoir à un horizon 2050, c'est demain, une réduction très significative de notre empreinte. Elle sera favorable à tout le monde, et d'abord à nos clients, et à tous nos clients, pas seulement qu'aux riches. Très bien, écoutez, merci pour ce débat très très intéressant. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci Jean-François.